Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau cours commenté, donc le chapitre 10, la force gravitationnelle, les lois de Kepler et de Newton. Donc si vous m'entendez mieux, c'est sûrement parce que j'ai un nouveau micro et donc moi franchement ça me convient parfaitement et j'espère que vous m'entendez bien et surtout mieux. Comparé à d'autres, à l'ancien micro que j'avais, je pense que vous devez m'entendre beaucoup mieux. Alors, on va se retrouver justement sur ce chapitre, la force gravitationnelle. Ça fait un bon petit bout de temps que j'ai pas fait de cours commentés, je crois, ça fait depuis fin juin, je crois, donc ça fait un petit moment. Comme je vous ai expliqué pour les raisons suivantes, que déjà c'était les vacances, et puis après j'ai eu un problème du disque dur, donc j'ai dû changer le disque dur sur mon PC. Donc voilà, j'ai eu plein de petits problèmes. Mais maintenant, on va pouvoir commencer tout de suite ce nouveau cours commenté. Donc alors, ce chapitre, vous allez sûrement le reconnaître. Je parle aux plus jeunes d'entre vous, puisque on attaque justement la force gravitationnelle en troisième. On commence un tout petit peu la gravitation en troisième, et on poursuit en seconde avec justement une formule qu'on va voir un peu plus tard. Par contre, les lois de Kepler et de Newton, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et même moi j'ai beaucoup du mal à les expliquer. Les lois de Kepler encore ça va, mais les lois de Newton c'est beaucoup plus difficile, puisque certaines lois de Newton, je crois, qui se réfèrent par rapport déjà aux lois de Kepler et certaines lois de Tycho Brahe. Justement, il y aura le chapitre, justement, je crois que c'est le 14, aux alentours du 14, et ce chapitre 14 traitera justement de la compréhension de ces six lois, parce qu'il y en a trois lois chacun, les lois de Kepler et les lois de Newton. Ensuite, donc je voulais vous parler d'une deuxième chose, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez voir qu'on est déjà au chapitre 10, et à partir du chapitre 15, je vais pas arrêter les cours commentés, mais ça va changer, la forme va changer. Je m'explique. Au bout d'un moment, les cours commentaires arriveront à 17, à 20, enfin, je pense. Hein. Imaginons, pour moi, je trouve que ça se dit pas chapitre 30, vous voyez. Donc ça sera plus chapitre 30, ça sera cours commenté numéro 30, voilà, tout simplement. Donc on s'arrêtera au chapitre 15. Au chapitre 15, on s'arrêtera. Si on a d'autres, ça sera cours commenté numéro 16, cours commenté numéro 17, cours commenté numéro 18. Donc sur YouTube, tous les titres changeront. Et sur les PowerPoint, à partir du chapitre 16, bah, ça changera, ça sera plus chapitre 16, mais cours commentés numéro 16. Ou ça sera rien, je pense que je verrai. Mais par contre, le chapitre 15, ça sera marqué comme là ce que vous voyez à l'écran. Chapitre 15, par exemple, je sais pas, j'ai pas encore trouvé chapitre 15. Alors voilà, donc on va commencer tout de suite ce chapitre. Déjà, on va voir ce que c'est. Lui, donc, c'est Kepler, juste ici. Et en dessous, c'est Newton. Vous avez peut-être vous les avez peut-être reconnus. Euh, alors j'ai mis deux photos. Donc ici c'est l'une des deux lois de Kepler. Alors ici c'est la loi des airs. Donc on va voir ce que c'est la loi des airs. Et ici je crois que c'est la loi. Je crois que c'est pas la loi des périodes. Alors je crois que c'est la loi des orbites ici. Soit je sais plus. On va voir. Oups, pardon, excusez-moi. On va voir ce que c'est. Euh, ouais, donc la loi des orbites et la loi des périodes et la loi des airs. C'est ça. Donc je crois que c'est la loi des orbites, juste en dessous. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer par un petit sommaire, comme d'habitude. Donc on va commencer un grand 1 par une définition et les généralités. En grand 2, on va voir la force gravitationnelle entre le Soleil et la Terre. En 3, on va voir les lois de Kepler et de Newton. Pardon si je vous ai toussé dans les oreilles. Hop. Alors, grand 1, définition et généralité. Donc vous savez tous que la gravitation est le phénomène d'interaction physique qui cause l'attraction réciproque des corps massifs entre eux, sur l'effet de leur masse, pardon, excusez-moi. Il s'observe en raison de l'attraction terrestre qui nous retient au sol, qui se nomme la gravité, et qui est responsable de plusieurs manifestations naturelles. Les marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité de la plupart des corps célestes sont en quelques exemples. Alors je vais vous expliquer ça. Donc si vous décollez pas de la Terre, c'est parce que vous êtes attiré en son centre. La Terre ayant une masse beaucoup plus forte que vous, c'est logique. La Terre a une masse de 5,6 fois 10 puissance 24. Donc imaginez 56 avec 26 zéros derrière, 24 zéros derrière. Vous imaginez la masse de psychopathe. Donc tellement qu'il y a trop de zéros, on met sous forme scientifique. Donc 5,6 fois 10 puissance 24 kg. Donc si vous êtes retenu au sol, c'est justement parce que la Terre vous y retient. C'est pour ça que quand vous sautez, et ben hop, vous retombez automatiquement sur le sol. Cette découverte a été découverte
Non sans blague, ça a été découvert par Newton, vous connaissez tous l'exemple de la pomme, donc Newton on lui donne l'exemple de la pomme, c'est la pomme qui tombe justement sur le sol à cause justement de cette attraction terrestre. Si vous avez une masse plus importante que la Terre, ce qui me semble impossible, c'est la Terre qui se serait attirée par vous, et j'imagine même pas le grand chaos que ça ferait. Nous en étions où? Les marées, donc vous savez tous, les marées c'est pas la Terre mais c'est la Lune. C'est la Lune qui est responsable de nos marées. Donc la Lune exerce une force gravitationnelle sur la Terre qui aspire les mers. C'est pour ça qu'elles sont attirées d'un côté un mois, un demi-mois et de l'autre côté l'autre mois. C'est pour ça marée haute et marée basse. L'orbite des planètes autour du Soleil. Donc si les planètes tournent autour du Soleil, c'est à cause de la gravité, c'est à cause de la force gravitationnelle que génère le Soleil. Le Soleil ayant une masse de 2,0 fois 10 puissance 30, voilà le chapitre 8. Donc 2,0 fois 10 puissance 30, c'est 2 avec 30 zéros derrière. Je vous imagine même pas la masse. Donc le Soleil représente 99,9% de toute la masse du système solaire. Jupiter en représentant la moitié, il me semble. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport aux comètes, si Ison, tiens, on va prendre l'exemple de Ison. Si Ison est attiré vers le Soleil, c'est tout simplement parce que quand elle a été, euh, hop, elle a été attirée sûrement par Neptune. Elle était dans le nuage d'Oort, si vous voulez, Ison, et elle a été attirée par la planète Neptune à cause de la force gravitationnelle de Neptune. Et de fil en aiguille, et ben, à chaque fois qu'elle rencontrait une planète, elle déviait sa trajectoire, elle passait d'une planète à une autre en faisant une sorte d'ellipse, et elle gagnait de plus en plus de vitesse. Et là, elle allait aux alentours de Mars, entre Mars et Jupiter, il me semble. Et donc c'est pour ça qu'on va la voir dans moins de 2 semaines, les amis. Si, bien sûr, je poste cette vidéo avant le 28 novembre. Je pense que oui. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'après elle est attirée par le soleil et après elle est renvoyée de l'autre côté et elle refait le chemin inverse comme toutes les comètes. Donc généralement une comète a un plan aussi écliptique, oui écliptique par rapport au soleil mais pas dans le même plan que toutes les autres planètes. Ouais. Attendez, je replace mon micro. La sphérécité de la plupart des corps célestes, pardon. Donc si la Terre, la Terre n'est pas tout à fait ronde, elle est sphérique. C'est-à-dire qu'elle est plate au pôle et ronde entre guillemets à l'équateur. Voilà. De la plupart des corps célestes, donc ça peut être la Terre ou Mars, etc. Ou sont quelques exemples. D'une manière plus générale, la structure à grande échelle de l'univers est déterminée par la gravitation. Ainsi, si vous tombez, vous retomberez sur le sol, puisque la Terre ayant une masse plus importante que vous serez attiré en son centre. Voilà. Donc voilà, une petite image. Si toutes les planètes tournent autour du Soleil, c'est tout simplement parce qu'elles sont attirées par lui-même. Voilà. Grand 2, la force gravitationnelle entre la Terre et le Soleil. A, la force gravitationnelle. Toute force est symbolisée par un vecteur, voir le schéma juste en dessous. Elle s'exprime en newton de symbole n, grand N. Pardon. Ainsi, il existe une formule permettant de calculer la force qui existe entre deux objets ou même deux astres. Donc sur le schéma ci-dessous, vous voyez la Terre. Donc le renfoncement sur les carreaux, c'est la masse, c'est sa masse. Le Soleil est juste ici. Et vous voyez le vecteur qui représente leur force gravitationnelle. Et G est la force gravitationnelle des deux qui s'exerce entre ces deux astres. Et on va la calculer dans quelques petites secondes. Voici cette formule. Donc la formule c'est F est égal à moins G fois M fois 2 divisé par la distance au carré. Donc même vous pouvez déterminer par rapport à vous. Donc pour déterminer la force gravitationnelle qui s'exerce entre vous et la Terre, il suffit juste donc F étant la force gravitationnelle exercée par le corps 1 sur le corps 2 en newton ou en mètres par kilogramme par seconde moins 2 au carré, pardon, excusez-moi, par seconde moins 2, donc c'est masse par kilogramme, mètre pardon, par kilogramme par seconde au carré. Donc le corps 1 ça peut être vous et le corps 2 ça peut être le noyau de la Terre. J'ai la constante gravitationnelle qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton par mètre carré par kilogramme moins au carré, je crois. Ou m au cube par kilogramme moins 1 s grammes seconde, je pense, moins 2 au carré. M1 et M2, c'est les masses des deux corps en présence, donc en kilogrammes, et dès la distance entre les deux corps en mètres. Donc tout simplement, si vous voulez calculer la force gravitationnelle qui s'exerce entre vous et la Terre, alors vous avez G, donc moins G, vous remplacez par
la constante. M1 c'est votre masse, M2 c'est la masse de la Terre, donc 5,6 fois 10 puissance 24. Et c'est pas la distance, mais le rayon. Le rayon plus... non, le rayon, tout simplement. Le rayon qui sépare, qui sépare de l'écorce terrestre jusqu'au noyau. Et si vous êtes au-dessus de la... Et normalement, vous trouverez aux environs de 9,8 newtons. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par exemple, si vous êtes en haut du mont Blanc, eh ben, vous rajouterez 4810 plus la distance qui sépare l'écorce terrestre au noyau, et vous aurez la force gravitationnelle qui s'exerce entre le sommet du Mont Blanc, donc vous, et le noyau qui sera un tout petit peu moins élevé, aux environs de 9,6-9,7, que si vous étiez par exemple, si vous prendrez par rapport à Paris. Remarque, le signe négatif indique que le corps 1 est attiré par le corps 2. Donc en dessous, vous avez une image de plusieurs étoiles qui sont attirées elles-mêmes par la gravitation. Application sur le système Terre-Soleil. Donc on a les données suivantes. La constante universelle de gravitation, 6,67 fois 10 puissance moins 11 newtons par mètre carré par kilogramme moins 2 au carré. Moins 2 puissance moins 2, je vais y arriver. Masse de la Terre, 5,9 fois 10 puissance 24. Donc 5,6, 5,9 c'est approximatif, hein, kilogramme, pardon. La masse du Soleil, 2 fois 10 puissance 30 kg. Et la distance moyenne Terre-Soleil, 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Quoi d'autre? Donc on va calculer. Donc la force gravitationnelle qui s'exerce entre la Terre et le Soleil est égale à la constante gravitationnelle fois M1 fois M2. N'oubliez pas les parenthèses, c'est très important. Divisé par la distance au carré. Ce qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 5,9 fois 10 puissance 24 fois 2,0 fois 10 puissance 30. Tout ça divisé par 1,5 fois 10 puissance 11 au carré. Et on trouve approximatif 3,5 fois 10 puissance 22 newtons. La force entre la Terre et le Soleil est de 3,5 fois 10 puissance 22 newtons. Donc là, vous avez un petit schéma récapitulatif du Soleil et de la Terre, leur vecteur force, ce qu'on appelle leur vecteur force, ce vecteur force est représenté par une valeur qui est celle-ci. Et ça, c'est la distance entre les deux corps. Remarque, la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune est de 1,9 fois 10 puissance 20 newtons. Théoriquement, en comparant la force d'attraction entre la Terre et le Soleil et celle entre la Terre et la Lune, on remarque que la force gravitationnelle exercée par le Soleil est environ 177 fois plus forte que celle exercée par la Lune. On a juste à faire une petite comparaison. La force gravitationnelle entre la Terre et la Lune est de 1,9 fois 10 puissance 20. En faisant une comparaison, donc en divisant 3,5 fois 10 puissance 22 à 1,9 fois 10 puissance 20, on trouve environ 177 newtons. Donc vous voyez que la force gravitationnelle entre la Terre et le Soleil est 177 fois plus forte que celle exercée par la Lune, tout simplement parce que le Soleil a une masse plus importante que la Lune. Voilà. Grand 3, les lois de Kepler et de Newton. Attention, les lois de Kepler et de Newton sont difficiles à comprendre. Un chapitre sera donc consacré pour les explications de ces lois. Je vous ai dit ça en début de chapitre. Donc à gauche, vous avez le grand célèbre Kepler et à droite, vous avez le célèbre Newton. Ah, donc je vais pas expliquer ces lois, je vais juste vous lire ce qu'ils disent. Je vais juste vous expliquer les lois de Kepler que je connais mieux que les lois de Newton. Les lois de Newton, je les connais pas, j'ai cherché sur internet. Que les lois de Kepler, je les connais, pas par cœur, mais je les connais bien, quoi. Grand A, les lois de Kepler. Première loi, la loi des orbites, donc celle qu'on a vue en première image. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Donc O est le Soleil, juste ici. Ici, vous avez P, A, B, B. Donc ça, c'est les différents points autour de l'ellipse. Là, vous avez la planète. Et bien, la distance R qui est ici, et bien que le C il soit ici, ou que le C soit là, ou qu'il soit ici, ou qu'il soit là, ben ça sera la même chose, tout simplement. Non, non, excusez-moi, ici c'est le Soleil, et là c'est la planète. Autant pour moi, je recommence. Ici, vous avez le centre de l'ellipse. Mais vous avez... Donc, si le Soleil était là, la Terre tournera autour d'un cercle et pas autour d'une ellipse. Donc le Soleil il est ici. Pardon, le Soleil il est là, hein, attention. Donc le Soleil ne bouge pas, mais quand le point C il tourne autour de cette ellipse, vous voyez que là c'est le P il est plus proche que le A, sauf que B et B' sont égaux. Vous voyez? Donc ici, si vous voulez, ici je crois que c'est l'été, et là c'est l'hiver. Non, ici c'est l'été, solstice d'été, solstice d'hiver, printemps-automne, ou automne-printemps, je sais plus. Et si vous voulez, la Terre met plus longtemps à tourner autour du Soleil ici que ici, parce que là, si vous voulez, je vous montre un peu comment ça fait. Là, ça va tout doucement.
hop, comme ça. Et à l'arrivée près du soleil, hop, on a une accélération et ça revient. Et ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis des milliards et des milliards d'années. Hop, une accélération et ça revient, etc. Vous avez compris. La deuxième loi, c'est la loi des airs. Si S est le Soleil et M une position quelconque d'une planète, l'air balayé par le segment SM entre deux positions C et D est égal à l'air balayé par ce même segment, normalement, entre deux positions EF si la durée qui sépare les positions C et D est égale à la durée qui sépare les positions EF. La vitesse d'une planète devient donc plus grande lorsque la planète se rapproche du Soleil, c'est ce que je vous ai parlé. Elle est maximale au voisinage du rayon le plus court, la périhélie, ça s'appelle, et minimale au voisinage du rayon la plus grande, l'aphélie. L'aphélie, c'est derrière, et la périhélie, c'est près du soleil. C'est les A et les P. Donc périhélie, aphélie. Donc regardez, vous avez un segment. Là, vous avez S. M, il est là. Le rayon balayé par le segment SN. Donc ici, vous voyez le petit truc en vert. Et ben, il est le même que le petit segment ici. Que la toute petite portion ici. Et vous voyez que si on continue à tracer, hop, vous voyez des tout petits traits, et ben ces traits correspondent à la même distance entre ces deux trucs que ces deux trucs. Et vous voyez quand on dit que la vitesse de la planète devient donc plus grande lorsque la planète se rapproche du Soleil, donc ici c'est pour ça qu'on en a une plus grande. Elle est maximale au rayon le plus court, donc le rayon le plus court c'est la périhélie, et minimale juste ici au voisinage du rayon le plus grand, l'aphélie. Voilà. Troisième loi, loi des périodes. Donc le carré de la période sidérale P d'une planète tend entre deux passages successifs devant une étoile lointaine est directement proportionnel au cube du demi-grand axe A de la trajectoire écliptique de la planète. Donc 2π divisé par la période sidérale, donc par exemple 150 millions de kilomètres pour la Terre au carré, fois A, donc non, P c'est la période sidérale, c'est d'une planète entre deux passages. Donc P c'est par exemple si vous regardez Vega, si vous regardez Vega, et ben c'est le carré de la période, donc le temps qui est passé devant Vega par exemple. Donc c'est le temps que la Terre est passée devant l'étoile Vega et ce temps est donné en P. Donc tout ça, donc 2π divisé par P au carré est égal fois A au cube, donc le demi-grand axe A c'est 150 millions de kilomètres, pardon, est égal à K, et K c'est une constante, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle planète, que ce soit Mars, que ce soit Jupiter, pardon, et que vous regardez Vega sur Jupiter par exemple, et bien vous trouverez tout le temps environ K, c'est une constante. B. Les lois de Newton. Première loi de Newton ou principe d'inertie. L'énoncé original de la première loi de mouvement est le suivant. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme, en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne contraigne à changer d'état. Donc ça c'est par rapport à la découverte de Neptune, pardon. Tout corps persévère dans l'état de repos. Donc je parle de Uranus. Donc imaginez, Uranus persévère dans l'état de repos, c'est-à-dire qu'il tourne autour du Soleil sans problème, ou de mouvement uniforme en ligne droite dans laquelle il se trouve. Donc ça veut dire dans n'importe quel mouvement, que ça, même le plan de Pluton, que vous savez qu'il n'est pas tout à fait dans le plan écliptique du système solaire, à moins que quelque force n'agisse sur lui. Alors, je crois que c'est Le Verrier, je crois, qui a découvert que Uranus avait des perturbations par quelques moments. Donc ils ont pensé qu'une force agissait sur lui, et ne le contraigne à changer d'état, et justement ça lui faisait changer un peu d'axe par rapport à son axe d'orbite, à son orbite. Ils ont prouvé l'existence d'une planète au-delà d'Uranus, et cette planète c'est Neptune. Voilà comment a été découvert la 8e planète qui est Neptune, tout simplement grâce au principe d'inertie. Deuxième loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique de translation. L'énoncé original de la deuxième loi de Newton est le suivant. Et la suivante, ouais, et la suivante, hein, j'échangerai tout à l'heure. L'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui est imprimée, et cette altération se fait en ligne droite dans la direction de la force. Donc là, je ne saurais pas vous l'expliquer, je sais pas, ce que, voilà, je sais pas. Mais j'étais obligé de vous parler des lois de Newton et de Kepler dans ce chapitre, puisque ça part de la force gravitationnelle et de la gravitation. Et la dernière loi de Newton, ou principe des actions réciproques ou mutuelles. L'énoncé original est le suivant. Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps, l'un sur l'autre, sont toujours égales et dans les directions contraires. Voilà, donc idem, je ne saurais pas vous l'expliquer. Les sources, c'est Wikipédia et Google Images. Et bien sûr, je crois que c'est... Ouais, non, c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Je vais mettre, hop, ça normal.
J'espère que ce chapitre vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je pense pas que ça sera un nouveau chapitre. Je pense pas que ça sera un nouveau chapitre commenté. Je pense pas, non, ça sera pas un nouveau chapitre commenté. Ça sera peut-être soit une petite vidéo délire, soit ça sera une simulation, soit je sais pas ce que ça va être. En tout cas, ça sera pas un cours commenté. Et comme promis, je vous promets que un chapitre sera consacré à ces explications de ces lois de Kepler et de Newton. Donc voilà, c'était Louis pour votre service. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis portez-vous bien et à plus tout le monde. Salut, salut!